Tu devrais nous être reconnaissant de te laisser dormir ici, siffla ma belle-mère. Personne ne veut de toi. Mais le lendemain matin, une voiture noire s'arrêta devant et ce que le chauffeur me tendit la fit s'effondrer à genoux. Le claquement d'un placard de cuisine a résonné dans le pavillon exigu de Versailles comme un coup de feu. Tu devrais être reconnaissante qu'on te laisse même dormir ici. La voix de ma belle-mère a tranché l'air. Ses lèvres se retroussant en ce demi-sourire venimeux qu'elle arborait toujours quand elle voulait me voir craquer. Personne ne veut de toi, Eva. Ni ton père, ni nous, ni personne. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire, que feriez-vous dans cette situation? Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Mes doigts se sont figés sur le plan de travail ébréché, la tasse dans ma main tremblant si fort que le café a débordé et m'a brûlé la peau. Je n'ai même pas tressailli. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je refusais de lui donner la satisfaction de me voir réagir. Dans un coin de la cuisine, ma demi-sœur Chloé, appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras croisés sur son sweat à capuche de marque, avait les yeux pétillants d'une joie cruelle. « Ne t'inquiète pas, maman, dit-elle d'une voix douce. Elle sera partie bien assez tôt. Les gens comme elle ne tiennent jamais longtemps. » J'ai croisé son regard, calme en apparence, tandis qu'à l'intérieur de ma poitrine une tempête faisait rage. Elle ne savait pas que j'étais debout depuis 4 heures du matin, à travailler à la brasserie, à récurer les sols jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal, juste pour garder assez d'argent pour m'acheter mes propres provisions. Elle s'en fichait. Ma belle-mère, Sylvie, s'est approchée, son parfum entêtant et cher, le genre qui semblait ne pas avoir sa place près de quelqu'un comme moi. Elle a penché la tête, une fausse inquiétude dégoulinant de sa voix. Ma chérie, peut-être qu'il est temps que tu acceptes la réalité. Tu as 25 ans, tu vis sous le toit de quelqu'un d'autre, tu enchaînes les petits boulots sans avenir. Si j'étais toi, j'aurais honte. Quelque chose s'est noué dans mon estomac, mais je l'ai ravalé. J'avais appris à mes dépens que discuter avec elle revenait à jeter de l'huile sur un feu déjà ardent. Elle se nourrissait du contrôle, de me faire sentir petite. Mais aujourd'hui, quelque chose en moi a murmuré, plus pour très longtemps. Avant que je puisse répondre, Chloé a eu un sourire narquois. Oh, et Eva, il y a du linge qui s'accumule dans le couloir, et tu as encore laissé tes chaussures près de la porte. Nous ne sommes pas tes bonnes. J'ai posé la tasse dans l'évier et je me suis tourné vers le couloir sans un mot. Mon silence semblait les frustrer plus que tout ce que j'aurais pu dire. Mais en montant l'escalier étroit vers la petite chambre d'amis où j'avais été banni, mon esprit n'était pas au linge ou aux chaussures. Il était sur l'email que j'avais reçu à 2 heures du matin, celui qui pouvait tout changer. Le lendemain matin, elle me verrait différemment. Le lendemain matin, la maison était exceptionnellement calme. Sylvie et Chloé étaient dans le salon, sirotant leur café, faisant défiler leur téléphone, m'ignorant complètement alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. C'est alors que je l'ai entendu. Le bourdonnement grave et profond d'un moteur qui s'arrêtait dehors. À travers les fins rideaux, une berline noire et élégante s'est arrêtée en douceur le long du trottoir. Pas n'importe quelle voiture. Cette chose avait l'air d'appartenir à quelqu'un qui n'a jamais eu à vérifier son compte en banque avant de faire un achat. La voix de Sylvie a flotté jusqu'à moi, vive et suspicieuse. Tu attends quelqu'un, Eva, ou c'est un autre de tes petits entretiens d'embauche? Je l'ai ignoré et je suis sorti. La portière du conducteur s'est ouverte et un homme en costume sombre en est sorti, sa posture impeccable, son expression indéchiffrable. Sans un mot, il s'est approché de moi, a ouvert une mallette en cuir et m'a tendu une enveloppe épaisse, lourde dans ma paume. Sylvie est apparue sur le seuil, Chloé juste derrière elle. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle exigé? Je n'ai pas répondu. Mes doigts se sont glissés sous le seau, et alors que j'en sortais le contenu, l'inspiration brusque de Sylvie a rempli l'air. Elle a d'abord vu l'entête du cabinet de notaire et son visage a perdu ses couleurs. Sa tasse de café lui a glissé des mains, se brisant sur le porche. Elle a fait un pas chancelant en avant. Eva, quoi? Qu'est-ce que c'est? Le chauffeur se tenait immobile, les mains jointes devant lui comme une ombre. J'ai laissé mes yeux rencontrer ceux de Sylvie et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Froid, assuré. Tu le sauras bien assez tôt, ai-je dit.
Et puis, elle est tombée à genoux. Les genoux de Sylvie ont heurté le porche avec un bruit sourd, le son presque étouffé par les battements dans mes oreilles. Chloé se tenait figée derrière elle, les yeux allant de moi à l'enveloppe, comme si elle essayait de calculer à quel point sa matinée venait de basculer. Eva. La voix de Sylvie était plus douce maintenant, dépouillée de l'acidité qu'elle portait habituellement. Où as-tu eu ça? J'ai laissé le silence s'étirer, le vent tiraillait mes cheveux, le soleil se reflétant sur les lettres dorées en relief du document que je tenais, le sceau scintillant comme quelque chose de sacré, bien qu'il n'y ait rien de divin dans ce qui allait arriver. Le chauffeur se tenait à quelques mètres de là, délibérément impassible, ses lunettes de soleil reflétant tout ce tableau pathétique. La reine des abeilles à genoux, sa fille gâtée planant comme une ombre effrayée, et moi, silencieuse, tenant la seule chose qui pouvait retourner cette maison sens dessus-dessous. Tu dois t'expliquer tout de suite. La voix de Chloé a claqué comme un fouet. Sa fausse confiance s'effilochait déjà. C'est une arnaque? Tu as volé quelque chose? J'ai tourné lentement la tête vers elle, mon sourire toujours léger, mais plus acéré maintenant. Tu crois que je risquerais la prison pour ça? J'ai soulevé légèrement les papiers, leur laissant voir l'épaisse liasse de documents notariés et la petite boîte en velours posée dessus. Le regard de Sylvie s'est fixé sur la boîte, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle avait oublié comment former des mots. Non. Non, ce n'est pas possible. Je suis passé devant elle et je suis rentré, mes talons claquant contre le parquet usé. Elles m'ont suivi comme si je les menais à une sorte de procès. À la table de la cuisine, j'ai d'abord posé la boîte en velours. Ouvre-la, ai-je dit doucement. Chloé a hésité, puis a tendu la main. Au moment où ses doigts ont effleuré le tissu, je l'ai vue. La même cupidité dans ses yeux que j'avais vue à chaque Noël, chaque anniversaire. Chaque fois qu'il y avait le moindre soupçon de quelque chose de cher dans la pièce. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, nichée contre du satin noir, se trouvait une clé. Une petite clé en argent gravée d'un seul mot, Penthouse. La main de Sylvie s'est portée à sa bouche. Chloé me regardait comme si je venais de sortir un lapin d'un chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle exigé. Une location de vacances? Une blague? J'ai posé les papiers devant Sylvie. Elle ne les a pas pris. Elle a juste fixé le sceau du notaire. La reconnaissance poindant, la panique s'insinuant dans sa respiration. Ça, ai-je dit en tapotant la première page, ce sont les actes de vente pour le Penthouse de la Tour Saphir, au cœur de Paris. Tu sais, celui dont tu parles depuis des années. Celui que tu as dit à tout le monde dans ton club d'œnologie que tu achèterais le moment venu. Les yeux de Sylvie se sont brusquement levés vers les miens. Ce n'est pas possible. Cet appartement est à moi maintenant, ai-je terminé pour elle. Ma voix n'a pas monté. Elle n'en avait pas besoin. Le poids des mots faisait le travail. Le chauffeur s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Eva, dit-il. La voiture est prête à vous emmener dès que vous serez prête à voir la propriété. Le sang-froid de Sylvie s'est complètement fissuré. Eva, tu ne peux pas simplement partir d'ici avec. Je ne pars pas simplement, ai-je dit en me levant. Je m'en vais et je ne reviendrai pas. Son visage a blêmi. La bouche de Chloé était grande ouverte. Et pour la première fois depuis que j'avais été forcé de vivre sous ce toit, j'ai senti l'air changer dans mes poumons, plus léger, plus libre, chargé de quelque chose de dangereusement proche de la joie. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Parce que je ne leur avais pas dit comment je l'avais obtenu, ni ce qui allait suivre. La portière de la voiture s'est refermée derrière moi avec un clic lourd et satisfaisant, étouffant la voix frénétique de Sylvie qui criait mon nom depuis le porche. Je ne me suis pas retourné. Le chauffeur s'est glissé derrière le volant, l'intérieur en cuir sentant légèrement le cèdre et quelque chose de chair que je ne pouvais pas identifier. Nous nous sommes éloignés lentement, le bourdonnement silencieux du moteur contrastant vivement avec le chaos que je venais de laisser derrière moi. Mon reflet dans la vitre teintée me fixait, calme en surface, mais en dessous, chaque nerf était en feu. Il avait fallu des mois pour en arriver là. Des mois de silence, à ravaler ma fierté, à leur laisser croire qu'elle m'avait brisé. Des mois à faire des doubles journées de travail, à me rencontrer dans des coins discrets de café, à signer mon nom sur des documents qui n'avaient aucun sens jusqu'à ce que la dernière pièce se mette en place. La voix du chauffeur a traversé mes pensées.
Mademoiselle Eva, M. Chevalier m'a demandé de vous livrer le reste du paquet une fois arrivé. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais du frisson électrique de savoir exactement ce que cela signifiait. Allons-y maintenant, ai-je dit. Le Penthouse se trouvait à 30 étages au-dessus de Paris, le verre et l'acier reflétant le soleil du matin comme une couronne. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je suis entré dans un monde si éloigné de la peinture écaillée et des tapis poussiéreux de la maison de Sylvie qu'il aurait pu se trouver sur une autre planète. Des baies vitrées du sol au plafond entouraient le grand salon ouvert, l'horizon parisien s'étendant au-delà. Sur l'îlot de cuisine en marbre se trouvait un dossier noir. Le chauffeur l'a posé devant moi et a reculé. À l'intérieur, avec les actes de propriété définitifs, se trouvait une lettre. Mon pouce est accéléré en reconnaissant l'écriture. Ferme, précise. Eva, vous avez mérité cela bien avant que je vous rencontre. Je vous ai simplement donné la plateforme que vous méritez. Faites-en ce que vous voudrez. DC. J'ai tracé les initiales du pouce. Daniel Chevalier. J'avais rencontré Daniel il y a 6 mois, purement par accident, ou du moins c'est ce que je pensais. Il était entré dans la brasserie un soir, seul, silencieux, portant un costume qui donnait un air bon marché au néon au-dessus de notre comptoir fissuré. Sa commande était simple. Un café noir, sans sucre, sans crème, mais ses yeux s'étaient attardés sur moi plus longtemps que la plupart des clients n'osaient le faire. Quand il est parti, il a laissé un pourboire plus élevé que mon salaire hebdomadaire. La nuit suivante, il est revenu, et la suivante. Lentement, entre 2 bouchées de tarte et quelques gorgées de café, je lui ai raconté des bribes de ma vie. Pas tout, mais assez pour qu'il comprenne pourquoi je gardais mes distances. Et en retour, il m'a parlé de gens qu'il avait connus. Des gens qui utilisaient leur pouvoir pour écraser les autres. Des gens comme Sylvie. Je ne savais pas alors qu'il était l'un des hommes les plus riches de Paris, ni qu'il avait déjà commencé à fouiller dans le monde de ma belle-mère dès l'instant où je lui avais dit son nom. Le chauffeur s'est de nouveau éclairci la gorge, me ramenant au présent. Il y a autre chose, dit-il. De sa mallette, il m'a tendu une petite clé USB. M. Chevalier a pensé que vous apprécieriez ceci. Qu'y a-t-il dessus? Ai-je demandé, bien que je sentisse déjà ma peau picoter. Des enregistrements de surveillance, a-t-il répondu. De votre maison. Les 3 derniers mois. J'ai fixé la clé, mes doigts se refermant autour. Si Daniel avait mis la main sur ces images, cela signifiait une chose. Les secrets de Sylvie n'étaient plus seulement des chuchotements. C'étaient des preuves. Et je savais exactement comment les utiliser. Au moment où je suis retourné à la voiture, Paris me semblait différente, plus grande. Ma poitrine aussi était différente. Non pas parce que j'avais échappé au toit de Sylvie, mais parce que j'avais enfin le genre de levier que l'on ne peut pas racheter une fois qu'il est révélé au grand jour. Elle pensait que cette matinée l'avait brisé. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait demain. Le lendemain matin, lorsque je suis revenu dans la rue de Sylvie, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. 2 voisins étaient dehors, prétendant tailler leur haie tout en regardant ouvertement la voiture noire et élégante glisser vers le trottoir. J'ai vu des rideaux bouger, des téléphones dans les mains, des bouches s'agitant en chuchotements rapides. Sylvie avait toujours adoré être le centre de l'attention. Aujourd'hui, elle allait l'obtenir d'une manière qu'elle n'aurait jamais souhaitée. Le chauffeur s'est garé avec une précision délibérée. Je suis sorti, mes talons claquant contre l'allée fissurée. Mon cœur était calme, pas de course folle, car la peur avait disparu. Il ne restait que le contrôle. Sylvie était sur le porche, les bras croisés, Chloé se tenant à quelques mètres derrière elle comme une ombre nerveuse. L'air entre elles était tendu, cassant. La coiffure de Sylvie était parfaite. Le maquillage était appliqué en couches épaisses pour cacher la nuit blanche que je savais qu'elle avait passée. « Tu as un sacré culot de te montrer ici, » dit-elle, la voix assez forte pour que les voisins l'entendent. « Je ne sais pas quelle arnaque tu as montée, Eva, mais ça s'arrête maintenant. » Arnaque? J'ai penché la tête, un petit sourire tirant sur mes lèvres. Tu devrais peut-être faire attention en utilisant ce mot, vu ce qu'il y a là-dessus. J'ai brandi la clé USB. Le front de Chloé s'est plissé. Le masque de Sylvie n'a pas encore glissé, mais la légère raideur de sa posture m'a dit qu'elle reconnaissait le danger. J'ai monté les marches lentement, délibérément.
Cette petite chose contient 3 mois d'enregistrement de l'intérieur de cette maison, des caméras dont vous ne connaissiez pas l'existence. Chloé a ri une fois, d'un rire cassant et aigu. S'il te plaît, que pourrais-tu bien? Je commence par l'audio? Les jeux coupés. Ma voix est restée basse, mais les mots portés comme s'ils étaient en verre, prêts à se briser. Les enregistrements où tu dis à papa que tu t'assurerais que je ne verrais jamais un centime de ses économies. Ou peut-être celui où Sylvie a dit à l'expert en assurance qu'il était trop malade pour signer les formulaires, alors que tu as utilisé sa signature quand même. Les lèvres de Sylvie se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux se sont tournés vers les voisins. Je pouvais presque voir le calcul dans sa tête, se demandant s'il fallait essayer de me faire taire en criant ou me traîner à l'intérieur avant que je puisse en dire plus. Mais elle est restée figée. Je me suis approché encore plus, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre. Et puis il y a la vidéo, Sylvie. Celle où tu as dit à Chloé de renverser accidentellement du vin sur mon ordinateur portable parce que tu pensais que j'y avais sauvegardé des candidatures. Son souffle s'est coupé. Court, mais je l'ai entendu. Et à ce moment-là, je savais qu'elle imaginait les retombées. Pourquoi fais-tu ça? A-t-elle murmuré, la voix tremblante pour la première fois depuis que je la connaissais. Parce que, ai-je dit en me redressant, tu as fait en sorte que je n'ai jamais de foyer ici, et maintenant je m'assure que tu n'auras jamais le statut que tu as utilisé pour me mépriser. Je me suis tourné vers le chauffeur, qui m'a tendu une enveloppe Kraft scellée. Je l'ai laissé tomber sur le porche, à ses pieds. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées des enregistrements, clairs, indéniables. D'ici la fin de la journée, ceci ira au conseil d'administration de l'entreprise de papa. D'ici demain, l'avocat l'aura. Et d'ici la fin de la semaine. J'ai fait une pause, laissant le silence planer. Tu auras de la chance si la seule chose que tu perds est cette maison. Le visage de Chloé était devenu pâle. Les genoux de Sylvie ont de nouveau vacillé, de la même manière que la veille lorsque j'avais ouvert cette enveloppe. Mais cette fois, elle n'est pas tombée. Elle est juste restée là, respirant à peine, les yeux rivés sur moi, comprenant parfaitement qu'elle n'avait plus rien à dire. Je suis retourné vers la voiture, mais avant de monter, je me suis retourné une dernière fois. Oh, et Sylvie, tu m'as dit que personne ne voulait de moi. J'ai laissé les mots s'imprégner. Lent et délibéré. C'est drôle, il y a une longue liste de gens qui veulent te voir partir. Et sur ce, je l'ai laissé debout sur ce porche, entouré de voisins qui en avaient entendu assez pour commencer à démolir sa réputation avant le dîner. Le soir venu, la ville semblait électrique. Le soleil était bas, peignant l'horizon d'orange brûlé et de bleu profond. Mais mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer de tout l'après-midi. Messages, appels manqués, messages vocaux, tous de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, et tous disant la même chose. Eva, tu dois voir ça. Je savais déjà ce que c'était. Les enregistrements étaient sortis. Daniel s'en était occupé personnellement, s'assurant que chaque élément atterrisse exactement là où il ferait le plus mal. L'ancien conseil d'administration de papa, le club de bridge de Sylvie, l'enquêteur d'assurance qu'elle pensait avoir charmé pour qu'il ignore les incohérences. À 19h, le nom de Sylvie circulait dans les conversations de groupe et les appels téléphoniques chuchotés comme un scandale qu'on ne pouvait s'empêcher de regarder. Je n'avais pas prévu d'y retourner. Pas ce soir. Mais quand Daniel a appelé et a dit, ils sont en train de s'effondrer. Si tu veux tourner la page, c'est le moment. Je savais qu'il avait raison. La voiture s'est de nouveau arrêtée devant la maison qui n'avait jamais été la mienne. Cette fois, la lumière du porche était éteinte. Les rideaux étaient tirés, mais je pouvais voir du mouvement à l'intérieur. Des ombres faisant les 100 pas, frénétiques. Je n'ai pas frappé. Je suis entré directement. Sylvie était dans le salon, toujours dans les mêmes vêtements que ce matin, le maquillage maculé, son téléphone serré dans une main comme s'il pouvait la sauver. Chloé était assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, faisant défiler son téléphone comme si le simple déni pouvait la protéger de la réalité. Elles se sont toutes les deux figées en me voyant. Toi? La voix de Sylvie a craqué, rauque après des heures à parler ou à pleurer. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je me suis approché, lentement, délibérément. J'ai repris le pouvoir que tu m'as volé, et je me suis assuré que tout le monde sache qui tu es vraiment.
Chloé s'est levée d'un bond. Tu nous as ruinés, a-t-elle craché. Nous sommes finis à cause de toi. J'ai penché la tête. Fini? Non, Chloé. Fini, c'est ce que tu as essayé de faire de moi quand tu te moquais de moi dans la cuisine. Quand tu as ruiné mon ordinateur portable. Quand tu m'as dit que je ne compterais jamais. Ceci, c'est la justice. Les épaules de Sylvie se sont affaissées, sa voix tombant à un murmure. Que veux-tu, Eva? De l'argent? La maison? M'humilier encore plus? Je l'ai étudié un long moment. Sa voix avait perdu ce tranchant, cette supériorité qui avait semblé autrefois inébranlable. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de plus. J'avais déjà ce qui comptait. Je ne veux pas de ta maison, ai-je dit, mon ton calme mais ferme. J'ai la mienne. Je ne veux pas de ton argent. J'ai gagné plus que tu ne le penses. Et je ne veux pas t'humilier davantage, car tu le feras très bien toute seule. Ses yeux ont vacillé de confusion. Alors pourquoi? Je me suis approché, me penchant juste assez pour qu'elle m'entende par-dessus le silence assourdissant de la pièce. Parce que, ai-je dit, chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, je veux que tu te souviennes que la fille dont tu disais que personne ne voulait a maintenant tout ce que tu pensais pouvoir lui prendre, et tu ne le récupéreras jamais. Je suis parti sans attendre sa réponse. Dehors, l'air de la nuit était vif et pur. Daniel était adossé à la berline noire, me regardant de ce regard stable et entendu. « Qu'est-ce que ça fait » a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Le poids que j'avais porté pendant des années, la honte silencieuse, l'épuisement à constamment défendre ma valeur, tout avait disparu. Comme si je pouvais enfin respirer, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, m'ouvrant la portière. Alors que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé la maison. Je n'en avais pas besoin. Ce chapitre était clos. Et pour la première fois de ma vie, je ne survivais plus seulement.